Bien-aimés, fidèles, auditeurs, téléspectateurs de Une parole pour toi, je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi. Nous allons poursuivre toujours sur notre même sous-thème, les besoins des conjoints dans le cadre du couple. Et nous allons baisser ensemble la tête et prier pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce pour cette occasion que tu nous donnes encore de nous retrouver avec tes enfants pour parler de ces sujets si importants pour la survie, non seulement la survie, mais l'harmonie, l'épanouissement des couples que forment tes enfants. Je prie que toi-même, comme tu l'as toujours fait, jusqu'à présent, tu viennes prendre le contrôle de ce moment et que tu nous parles, tu nous instruises, tu nous enseignes, tu touches nos cœurs, tu nous montres les choses que nous pouvons faire, les choses que nous pouvons arrêter de faire pour que nos mariages, nos foyers soient le reflet de l'union entre toi et ton Église, ce mystère dont parle l'apôtre Paul. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit de prendre le contrôle au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous avons parlé des deux premiers besoins de la femme, le besoin d'affection et le besoin de dialogue, que son mari lui parle. Et nous allons aujourd'hui parler de son troisième besoin, qui est le besoin d'avoir confiance en son mari. Le besoin de confiance. Le besoin de confiance, c'est l'un des besoins qui traduit le mieux le besoin de sécurité de la femme. Mais quand on regarde bien tous les besoins principaux de la femme, il y a derrière une question de sécurité. Dans le besoin d'affection, c'est un besoin de sécurité émotionnelle. Le besoin de dialogue, c'est un besoin de sécurité par rapport à ce que l'autre pense d'elle, ce que son mari pense d'elle, c'est les pensées de son mari. Et ce troisième besoin de confiance est également un besoin que la femme ressent de pouvoir, en quelque sorte, pénétrer les pensées de son mari. Avoir cette transparence avec lui qui lui permet, on va le voir plus loin, de s'adapter à lui. L'objectif, c'est en fait, le manque de confiance empêche la femme d'aimer pleinement son mari. Le manque de transparence. Et on se rend compte que beaucoup de maris ne sont pas transparents. Pas forcément parce qu'ils ont des choses à cacher, mais de manière naturelle aussi. Même un homme qui n'a rien à cacher intrinsèquement n'est pas poussé de manière naturelle à partager ses pensées, ce qu'il vit. Or, quand la parole de Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux devenir un, c'est savoir ce que l'autre vit, c'est savoir ce que l'autre pense, c'est entrer dans sa tête. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit effrayer, mais apparemment beaucoup de maris sont effrayés par ce désir de la femme de quelque sorte lire dans leurs pensées. Mais c'est un besoin pour elle, un véritable besoin. Et quand un homme ne communique pas avec sa femme afin de lui donner cette confiance, il mine vraiment son besoin de sécurité. Et elle ne sait plus comment faire, elle est déséquilibrée dans sa relation. Donc, elle n'arrive plus à bâtir quelque chose avec son mari parce que c'est comme si elle se disait, je ne sais jamais sur quel pied danser avec celui-là. Donc, le besoin de confiance est un besoin important chez la femme et c'est un besoin aussi qui, comme je l'ai dit, est vraiment relié à son besoin de sécurité qui transparaît dans la plupart de ces besoins dont nous avons parlé déjà, et dont nous parlerons encore. Donc, pour qu'une femme se sente vraiment en sécurité, elle doit être certaine que son conjoint lui dit la vérité. La vérité sur son passé, donc sur ce qu'il a vécu, ce qu'il a été, ce qu'il a ressenti. La vérité sur son présent, où en est-il, qu'est-ce qu'il pense, quelles sont ses peurs, quelles sont ses frustrations, tout ça. Et la vérité sur l'avenir aussi, quels sont ses projets, qu'est-ce qu'il compte, qu'est-ce qu'il envisage. Beaucoup d'hommes ont toutes ces choses, surtout sur le présent, ce qu'ils vivent actuellement. Et
et ce la manière dont ils se projettent dans l'avenir. Ils ont toutes ces choses-là, mais ils ne les partagent pas avec leurs femmes. Ils ne font pas ce travail d'information de leurs femmes sur ce qu'ils vivent aujourd'hui et sur ce qu'ils projettent pour demain. Si, lorsque ce besoin-là n'est pas rempli, comme je l'ai dit, ça produit deux effets principaux. Le premier effet, c'est que la femme n'a pas de base pour bâtir une relation solide avec son mari, pour s'adapter à lui. Parce qu'elle ne sait pas qui il est vraiment. Il ne se dévoile pas, il ne dévoile pas qui il est. Donc, comment elle va s'adapter, comment elle peut bâtir une relation solide avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'arrive pas à percer. Et deuxième chose, lorsque cette relation de confiance n'est pas là, il n'y a pas de moyen pour négocier. C'est souvent d'ailleurs pour ça que les hommes les maris refusent d'établir cette relation. Parce que pour négocier, il faut qu'elle ait l'information. Comme souvent les hommes veulent décider tout seuls des choses sans négocier, donc ils ne lui donnent pas l'information, ils ne la mettent pas dans la boucle, ce qui fait qu'elle est complètement désorientée, elle ne sait pas comment faire. Je vais donner un exemple. Un homme qui, en général, je prends l'exemple de l'achat d'une maison, ou bien d'un projet d'achat d'une maison, ou bien d'une voiture, ou bien de quelque chose qu'on doit faire dans la maison. L'homme peut avoir le projet, mais comme il ne veut pas négocier avec sa femme sur le projet, il veut décider tout seul de tout ce qui va être fait, il n'en parle pas. Et souvent, il ne veut pas négocier parce qu'il se sent en position, il se dit qu'il ne va pas gagner dans la négociation. Je vais donner un exemple précis, pratique, concret. Quand je me suis mariée, au début, bon, c'est pas vrai, hein, mais la perception, et c'est souvent comme ça avec les femmes, la perception que mon mari avait de moi, c'était que je devais être une femme qui aimait le luxe, donc qui devait dépenser beaucoup. Bon, il a vu peut-être mes parents, le milieu duquel je suis sortie, une jeune femme qui avait fait ses études d'enfant. Donc, il avait cette perception-là de moi. Donc, pour faire les premiers achats pour équiper la maison, il m'a complètement mis sur le côté. C'est-à-dire, je suis là et puis on vient livrer fauteuil, on vient livrer telle chose. Je n'ai pas choisi la couleur du fauteuil, la télévision. Je n'ai même pas été associé. Et ce qui m'a vraiment dépassé, qui m'a marqué, c'est le frigo. Frigo et puis cuisinier. Ce n'est pas toi qui utilises, c'est moi qui utilise. Au moins, dis-moi, voilà ta fourchette de prix. Et puis, tu me dis, tu choisis, mais dans cette fourchette de prix. Non, parce qu'il ne voulait pas négocier avec moi. Parce qu'il se disait que en discutant avec moi, j'allais peut-être demander une cuisinière un peu trop chère, un peu trop performante. Donc, il s'élève et puis il achète la cuisinière et puis il vient déposer. Débrouille-toi avec. Donc, souvent, c'est comme ça. C'est parce que l'homme ne veut pas négocier. Et comme il ne veut pas donner les moyens de la négociation à sa femme, il ne lui donne pas l'information. Mais ce qui fait le succès d'un couple, justement, c'est cette négociation qu'on arrive à mener sur des projets. Ça peut être le projet de vacances. Est-ce qu'on va payer des billets d'avion chers pour aller à Dubaï? Peut-être c'est le besoin de la femme, c'est ce qu'elle veut, mais son mari trouve que c'est trop cher, c'est du gaspillage. Mais il faut négocier. Il ne faut pas faire comme s'il n'y a rien et puis imposer une façon de voir uniquement. Et donc là, on se réfugie derrière l'information qu'on ne veut pas donner et on coupe court ainsi à la négociation. Donc, ce n'est pas ce qu'il faut faire pour que le couple puisse être vraiment solide. L'enjeu principal de cette question de confiance de la femme, c'est que dans un couple ou dans un mariage qui fonctionne, ta femme doit être celle qui te connaît le mieux. Même mieux que ta maman, même mieux que ton papa. C'est elle qui doit être celle qui te connaît parfaitement. Parce que c'est ce qu'on a dit. Quitter
s'attacher, c'est connaître. Nous avons parlé la semaine dernière de comment c'est important pour les hommes que cette connaissance ait lieu sur le plan du corps, sur le plan de la sexualité, mais pour les femmes, c'est important cette connaissance sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, de savoir qui j'ai en face de moi. Donc, votre femme doit être celle qui vous connaît le mieux. Et pour ça, elle doit tout connaître, les bonnes comme les mauvaises choses. Souvent, on cache, et surtout les maris cachent leur peur, leur frustration, leurs mauvaises impressions. Bon, on va voir pour tout à l'heure les raisons qui peuvent pousser un homme à mentir ou à cacher certaines choses. Mais ce n'est pas l'enjeu vraiment, comme je l'ai dit. Elle doit mieux te connaître que n'importe qui. Elle doit tout connaître de toi. Parce que c'est comme ça qu'on devient une seule chair. Quand c'est-à-dire que je dois être capable de ressentir ce que mon mari ressent. Je dois être capable de lire dans ses pensées. Je dois être capable d'aller au-delà de la connaissance superficielle qu'on peut avoir de quelqu'un qu'on rencontre, même régulièrement. Mais parmi tous ceux qui t'entourent, c'est ta femme qui doit être celle qui est à même de mieux te connaître. Voilà l'enjeu. Et il faut se battre pour ça. Il faut se battre pour ça. Parce que si cela n'est pas fait, la femme ne peut pas s'adapter, elle aura des réactions maladroites vis-à-vis de toi et cela ne va pas l'aider. Je rappelle que l'objectif qui est poursuivi en comblant ses besoins l'un pour l'autre, donc le mari pour la femme pour le mari, c'est de permettre d'aimer mieux. Mieux se connaître pour mieux s'aimer. C'est dans ce grand thème que nous sommes depuis plusieurs mois. Donc si elle ne sait pas ce qu'il faut savoir de toi, elle ne va pas pouvoir t'aimer convenablement. Dans son livre dont je parle et qui est un peu la trame de ce que nous voyons depuis quelques semaines, je représente encore le livre de Willard Harley, Elle et lui. Cet auteur dit que dans sa pratique en tant que thérapeute, il a rencontré 3 types de menteurs dans les hommes. Il y a ceux qu'il appelle les menteurs nés. Donc eux, vraiment, il n'y a rien à faire, quoi. Ils sont nés avec. Ils mentent à tout bout de champ, à tout sujet. C'est des mythomanes. C'est presque une pathologie. Il n'y a pas grand-chose à faire dans ce cas-là. Bon, parce que c'est difficile pour quelqu'un qui a menti toute sa vie de cesser brusquement de mentir. Donc cette catégorie-là, on l'exclut. On ne va pas en parler. Mais il y a 2 autres types de menteurs qu'on rencontre souvent dans les couples. C'est ce qu'il appelle les menteurs, qui mentent pour éviter les ennuis, comme on le fait souvent chacun d'entre nous. Je prends le cas du monde professionnel où ton patron te demande « Ah, le travail que je t'ai donné là, tu as fait, je pourrais l'avoir demain. » Tu dis « Oui, patron, j'ai fait. Demain, tu l'auras. En temps, tu n'as pas encore fait, tu n'as pas touché. Donc, tu te dis « Bon, je mens, mais la nuit là, je vais m'y mettre et puis je vais faire. Donc, demain, il ne saura pas que j'ai menti. » Ça, c'est le type de mensonge qu'on pourrait dire sous la pression pour éviter les ennuis. Un mari, par exemple, à qui sa femme a demandé de faire quelque chose, je ne sais pas, de prévenir quelqu'un ou bien de faire quelque chose et lorsqu'elle lui demande est-ce que tu as fait, bon, pour ne pas avoir d'ennui, parce qu'il sait qu'il n'a pas fait, il dit oui, j'ai fait, en se disant que bon, comme c'est pour demain, le temps que je mens, quoi. Et puis je dis j'ai fait ou bien je suis en train de faire ou bien je vais faire. Non, j'ai fait et puis d'ici là, je vais rattraper le coup. Et puis parfois il oublie ou bien il y a d'autres soucis, il ne fait pas. Et c'est au dernier moment maintenant que la femme se rend compte que ce qu'il a dit qu'il avait fait, il n'a pas fait. Et puis maintenant, et je crois que c'est le plus gros des troubles, il y a ce qu'on appelle ceux qui mentent pour protéger leur femme. Oui, je ne t'ai pas dit pour que tu ne te fasses pas de soucis, je ne t'ai pas dit parce que je pensais que je pouvais régler seul, etc. Et ça, souvent, on voit ça souvent dans le domaine financier, où un homme peut avoir des soucis financiers, il ne veut pas en parler à sa femme,
il pense qu'il peut s'en sortir tout seul. Peut-être il va prendre un prêt pour régler le problème, pour ne pas inquiéter la femme. Et il y a des histoires comme ça où certaines femmes se sont retrouvées un beau matin avec un huissier qui sonne à la porte et puis qui leur dit de sortir de la maison parce que le monsieur n'a pas payé les traites de la maison et il n'a pas eu le courage d'en parler à sa femme. Donc vous voyez un peu comment ce type de mensonge au départ qui était soi-disant pour une bonne intention pour protéger sa femme peut avoir des conséquences importantes. Mais quelle que soit la raison pour laquelle on ment, il ne devrait pas y avoir de mensonge dans un couple. Et là, on touche un peu à ce qu'on pourrait dire la question de la notion de la vie privée. Et la question que je vous pose, est-ce que dans un couple, on peut parler de vie privée? Est-ce que la vie privée, ça s'applique dans un couple? Ou bien une autre manière, c'est des questions qu'on discute souvent dans les groupes de couple. Est-ce qu'un homme doit tout dire à sa femme? Et en général, on répond non, il ne doit pas tout dire parce que bon, on voit par exemple, est-ce qu'un homme doit parler des secrets professionnels ou bien des choses qu'il entend dans le cadre de sa profession, est-ce qu'il doit en discuter avec sa femme? Est-ce qu'un pasteur doit parler de ce qu'un fidèle vient lui raconter à sa femme? Bon, mais ce n'est pas ça la question. Quand on dit, est-ce qu'il y a secret, est-ce qu'il y a une vie privée, c'est par rapport à toi-même, à ce que tu es. On ne dit pas d'aller parler des autres. Il ne peut pas y avoir de vie privée dans un couple par rapport à ce qu'on est soi-même, ce qu'on vit soi-même. Pourtant, nous tous, nous voyons aujourd'hui tous les petits films, les sketchs qui sont faits pour rigoler de la manière dont les femmes cherchent à rentrer dans le téléphone de leur mari qui est codé. La dernière fois même, on a envoyé une petite truc, le code là même, il faut. La femme était assise à côté de lui pour essayer de voir le code, mais de toute façon, il a fait sa main là. Non, elle ne pouvait pas retrouver ce code. Mais on en rit, mais souvent c'est la réalité. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans nos portables, dans les portables de nos maris qu'ils ne veulent pas qu'on sache. Ça, c'est par exemple, c'est un manque de transparence, c'est un manque de confiance. Normalement, ce qui est dans ton portable, ta femme doit être au courant. Ce qui est dans son portable, tu dois être au courant. Parce qu'il n'y a pas de vie privée dans un couple. Vous ne pouvez pas parler de vie privée ou alors vous ne voulez pas vous attacher l'un à l'autre. Vous ne voulez pas faire un. Si je suis un avec toi, ce qui est ton portable, c'est mon portable. Donc, il faut pouvoir véritablement être franc. Il n'y a pas une question de vie privée. Lorsque on se marie, on doit oublier la vie privée. Et on ne peut pas avoir une vie privée dans un couple. Parce que en agissant ainsi, en tant que mari, tu donnes un signal à ta femme pour te dire que tu as des choses à lui cacher. Tu manques de transparence. Or, ce n'est pas ce qu'elle attend de toi. Ce qu'elle attend de toi, c'est que tu lui donnes toute l'information. Sans l'embellir cette information. Tu ne dois pas aussi, parce qu'on a parlé de mensonges, mais il y a un type de mensonges qui sont les mensonges par omission. Je ne mens pas, mais je ne dis pas ce que je dois dire. Ça aussi, c'est des choses qui jouent sur la confiance et le sentiment de sécurité qu'une femme doit avoir pour pouvoir aimer pleinement son mari. Donc quand une femme ne peut pas être certaine de se fier à la parole de son mari, ça fait que la vie de couple devient boiteuse et à ce moment-là, vous allez certainement au-devant de difficultés. Il faut vraiment prendre le temps de se dire toute la vérité. J'ai ici un autre livre. Peut-être qu'un jour, on va prendre le temps de l'étudier également, qui s'appelle 12 mensonges de mari à leur femme. Et il y a aussi 12 mensonges des femmes à leur mari. Mais dans 12 mensonges de mari à leur femme, on parle de tous ces mensonges qui existent entre les maris et les femmes. Et c'est très intéressant. Le premier, vous voyez sur la page déjà, on voit un homme et une femme qui sont couchés. Et le mari qui dit, t'inquiète chérie, ce sera fait pour Noël. Et elle, dans sa tête, elle dit, ah bon, de quelle année?
Parce que justement, l'un des mensonges des hommes, c'est le fait de dire « je vais faire », de remettre à plus tard et de ne jamais faire. La vérité sur, je cite quelques mensonges, hein, quelques points où il faudrait dire la vérité, et où sur les 12, je ne vais pas tout citer, mais la vérité sur le fait de remettre à plus tard. Voilà un mensonge des hommes. Et donc, ils doivent dire la vérité sur le fait de remettre à plus tard. Ils doivent dire la vérité sur les problèmes de santé. Souvent, des hommes qui ont des problèmes de santé n'en parlent pas à leur femme, justement, dans un souci de protection. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut savoir, ce souci de protection peut paraître quelque chose de, comment je peux dire, de mignon, de bon, mais moi je vois plutôt derrière ça une méconnaissance de ce que c'est qu'une femme. Parce que la capacité des femmes à supporter des choses, elle est incroyable. Donc c'est une forme de machisme, de penser que ta femme est une petite chose fragile. Donc il y a certaines choses que tu peux lui dire, mais parfois, tu es tellement dépassé par la situation que ce que tu voulais lui cacher et qui était une petite chose, elle l'apprend, mais là c'est devenu quelque chose de catastrophique. Comme l'exemple que j'ai cité tout à l'heure d'un monsieur qui avait des difficultés à payer les frais de sa maison, qui n'en a pas parlé à sa femme et qui finalement, la femme, les huissiers sont venus pour la sortir de la maison. Vous imaginez son choc, le choc qu'elle va subir là, tu ne peux pas la protéger contre ce choc-là. Donc, je pense que vraiment, c'est une raison de plus pour dire qu'il faut dire la vérité à sa femme. La vérité sur le fait de demander de l'aide. La première vérité même, c'est la vérité sur la valorisation de l'épouse. Et l'auteur explique que à la mairie ou au début de la relation, c'est ce dont nous avons parlé dans le cadre du besoin d'affection, le mari dit à son épouse « je t'aimerai et je te chérirai toujours ». C'est ça ce qu'il dit. Maintenant, dans le cadre du couple, maintenant, ça se transforme en mensonge parce qu'elle se rend compte que il ne l'aime pas comme elle voudrait être aimée. Quand il a dit je t'aimerai et te chérirai toujours, elle pensait qu'il allait combler son besoin d'affection. Et lui, la manière dont il l'aime maintenant, c'est qu'il travaille de manière excessive, mais il passe moins de temps avec elle, il ne lui parle pas, il ne lui témoigne pas son amour par les gestes qu'elle attend. Pour lui, le fait de lui avoir acheté une maison et de s'occuper de bricoler dans la maison le week-end, c'est sa manière de lui montrer qu'il l'aime. Donc ça déjà, c'est un mensonge parce que quand elle entendait « je t'aimerai et te chérirai toujours », c'est pas à ça qu'elle pensait. Donc vous voyez, c'est très intéressant, mais c'est pour vous donner une idée de quelques-uns, parce que quand je parle de mensonges, je vais dire mais de quoi? De quels mensonges? Voilà, c'est des mensonges, par exemple, sur le surcroît de travail. On a les mensonges sur le fait de ne pas rendre compte. Donc on ne rend pas compte et on fait des mensonges par omission. Donc tout cela pour dire que le besoin de confiance de la femme en son mari est un besoin très important. Pour terminer, je vais parler on peut dire l'ultime mensonge ou l'ultime malhonnêteté, qui est le fait d'avoir une liaison pour le mari. Et là, vraiment, là encore, lorsque cela arrive, là, le manque de transparence devient flagrant parce que le mari est obligé de vivre une double vie, cacher beaucoup de choses à sa femme, etc. Et la question, je pense que dans la suite de nos entretiens, on reviendra, je pense, plus en détail sur cette question d'infidélité dans le couple. Quelles sont les causes, quels sont les moyens de l'éviter et comment, lorsque ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais dans le cadre de ce besoin de confiance, je voudrais juste insister sur un point. Souvent, on se demande, est-ce que un mari qui a trompé sa femme, est-ce qu'il a besoin d'aller lui dire qu'il l'a trompée? Ça peut être pendant ou même après, ou peut-être il a trompé sa femme il y a longtemps.
Mais ce qu'on remarque, c'est que ça laisse des traces. Même si c'est une histoire qui est terminée, ça laisse des traces. Et tous ceux qui accompagnent les couples qui vivent ce drame, je dirais, insistent sur le fait qu'il faut en parler. Il faut en parler. Parce que ne pas en parler, ça ne permet pas de s'en sortir. Il faut en parler. Il faut le dire. Il faut choisir les mots. En général, il faut se faire accompagner pour pouvoir, pas pour pouvoir en parler, mais ça être accompagné sur le plan psychologique pour régler cette situation, pour savoir ce qu'il faut faire. Parce qu'une fois qu'on en a parlé, il faut après pouvoir mettre en place des choses pour pouvoir regagner la confiance de sa femme. Parce que l'erreur que beaucoup d'hommes font, en règle générale, bon, pas seulement en cas d'infidélité, mais ce n'est pas parce qu'on a demandé pardon à quelqu'un qu'on a regagné sa confiance. Elle peut pardonner la liaison, mais cet épisode va créer en elle un besoin encore plus important de confiance en son mari. Donc il va falloir là faire vraiment des choses pour regagner la confiance. Willard Darley raconte dans son livre que, en général, quand il dit aux hommes qu'il suit d'aller dire à leur femme qu'effectivement, il y a eu quelque chose, ils ne veulent pas. En général, ils veulent refuser, mais quand ils le font, cela n'est jamais la cause d'une séparation ou d'un divorce. Peut-être qu'il y a d'autres causes à ça, mais ce n'est pas le fait d'avoir avoué une liaison qui peut faire partir une femme. Mais par contre, après avoir avoué, et il faut prendre des résolutions pour regagner la confiance. Parce que ça, c'est vraiment des situations qui brisent la confiance d'une femme et ce n'est pas facile de regagner cette confiance. Et donc, par exemple, il dit, lorsqu'un homme a trompé sa femme, qu'il lui a avoué et qu'ils doivent repartir sur de nouvelles bases, il doit pouvoir lui dire à la minute près ce qu'il fait. Son emploi du temps, où il est. Elle doit avoir les moyens de vérifier que quand il m'a dit qu'il sera au travail de 9h à midi, il est au travail de 9h à midi. Et à midi, je dois savoir où il est allé manger. En tout cas, vraiment, des mesures draconiennes parce que la confiance a été brisée et il faut la restaurer. Donc ça, vraiment, c'est le cas extrême. Ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Comme je vous l'ai promis, je pense qu'on va y revenir. On va revenir là-dessus pour parler un peu de comment gérer les situations dans les couples où il y a eu infidélité. Donc pour terminer, je voudrais vous donner quelques exercices comme on a pris l'habitude de le faire. Je vais commencer par les hommes. La première chose qu'il faut faire, c'est évaluer sur une échelle de 1 à 10 quel est votre degré d'honnêteté, de transparence dans votre relation de couple. Ensuite, vous demandez à votre femme aussi de faire cette évaluation. Ou bien vous ne demandez pas, vous mettez à sa place et vous vous donnez une note. Et que vous pouvez dire, moi-même, je me donne 9 sur 10, mais je sais que ma femme va me donner 5 sur 10. Troisième chose, il faut réfléchir aux domaines dans lesquels vous avez des problèmes. Domaines dans lesquels vous avez du mal à dire la vérité, à être transparent. Est-ce que c'est dans le domaine financier? Est-ce que c'est dans quel domaine? Comme je l'ai dit, souvent c'est lié à une appréhension par rapport au fait de devoir négocier avec sa femme dans certains domaines. Donc ça peut être le domaine financier, ça peut être d'autres domaines. Ça peut être des domaines qui ne sont pas du tout financiers, comme par exemple le fait d'éviter de dire la vérité à sa femme parce qu'on a peur de sa réaction. On a peur de comment elle va réagir, on a peur de la blesser. Par exemple, un homme qui estime que sa femme grossit trop, mais qui ne lui dit pas la vérité à ce sujet et qui au contraire le fait croire qu'il accepte sa transformation alors qu'il en est frustré, bon, ça va créer des difficultés. Donc, il faut pouvoir le dire avec tact sans blesser l'autre, mais le fait de se mentir et de mentir à l'autre, ça détruit la relation. Donc, c'est dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on est pour pouvoir avancer.
Donc, quels sont les domaines dans lesquels vous avez des problèmes? Identifiez ces domaines-là. Et, dernière chose, sur la notion de vie privée, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ou vous êtes en désaccord? Si vous êtes en accord, vous dites pourquoi. Si vous êtes en désaccord, vous dites pourquoi également. Donc, voilà les 4 points pour les hommes. Pour les femmes, la première question à laquelle je voudrais que vous répondiez, c'est est-ce que vous voyez que le besoin de confiance se situe en 3e position dans le classement que nous avons fait? Est-ce que pour moi, c'est vraiment aussi important? Parce qu'il y a 2 autres besoins qui viennent. Est-ce que moi, j'aurais mis le besoin ou bien est-ce que j'ai mis? Parce qu'on a fait, je vous ai demandé au début de faire ce classement-là. Est-ce que j'ai mis le besoin de protection, de confiance, pardon, en 3e ou bien pour moi, c'est un peu plus bas? Voilà. Comme je le dis souvent, ce genre de classement, ça peut être un peu biaisé par l'expérience qu'on a. Pour une femme qui a un mari qui est totalement transparent et qui répond à son besoin de confiance, elle peut se dire qu'elle n'a plus ce besoin parce que le besoin est comblé. Alors que pour une autre femme, qui justement pour elle c'est un problème, elle va le mettre en hiérarchie plus haute, si on peut dire ainsi. Donc, est-ce que c'est un besoin essentiel pour toi? Est-ce que tu l'aurais mis en numéro 3? Deuxième chose, est-ce que tu as déjà été victime de ces mensonges de ton mari, notamment des mensonges pour te protéger? Qu'est-ce que tu as ressenti? Et troisième chose, dans quel domaine tu souhaites qu'il y ait plus de franchise avec ton mari? Une fois que vous avez fait ces exercices-là, chacun de son côté, vous vous mettez ensemble, vous vous en discutez et vous, comme je l'ai dit, je veux de plus en plus que, après m'avoir écouté, vous prenez des résolutions, des engagements. Donc, vous devez arrêter des choses que vous devez améliorer dans votre communication pour qu'elle soit plus transparente, pour qu'elle soit, pour que votre femme, son besoin de confiance, et donc derrière ce besoin de confiance, le besoin de sécurité qui apparaît, soit pleinement comblé. Donc, voilà ce que je voudrais vous dire. Donc, essayez de prendre le temps cette semaine de faire cet exercice. La semaine prochaine, nous allons parler du 3e besoin de l'homme. Donc, si vous vous rappelez le classement, je laisse le suspense pour la semaine prochaine. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je vais prier pour terminer. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour tous tes enfants qui étaient à l'écoute. J'espère que ce qu'ils ont entendu leur a fait du bien, que ce qu'ils ont entendu les aidera à améliorer leur relation et à mieux s'aimer. Je prie vraiment, Seigneur, que tu sois au centre, que tu sois à leur côté. Saint-Esprit, inspire-les pour les couples véritablement qui ont traversé ou traversent des problèmes liés à une liaison, à une infidélité. Que, Seigneur, tu leur montres comment s'en sortir, tu leur montres comment renouer la communication pour redonner de la confiance à leur relation. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui étaient à l'écoute ce midi. Je prie de les bénir, ceux qui étaient en direct, ceux qui vont écouter après. Que, Seigneur, tu les bénisses chacun. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis et à la semaine prochaine.